Vous écoutez My Love Culture, le podcast pour éveiller, inspirer et partager. Elles sont et seront toujours d'actualité, mais ont jusqu'aujourd'hui encore une sacrée histoire. Elles nous unissent, mais ont de tout temps participé à l'exclusion. On a tendance à dire qu'elles sont une histoire de femmes, quand elles représentent en réalité une vraie problématique sociétale. Jamais un sujet si intime et naturel à la fois n'aura autant révélé sur la condition féminine à travers les âges. Tabous, confort, environnement, sexualité, place, droit, mode d'emploi, choc, syndrome, précarité, toxique, devoir, sorcière, secret, conseil, peur, honte, humour, représentation, art, amitié, vie. Elle renvoie à 1001 manières de les aborder, 1001 histoires. Vous l'aurez probablement deviné, je parle des règles, bien sûr. Et oui, elles débarquent. Et vous verrez, il y a encore pas mal de trucs à régler. Non, vous affolez pas, restez, ça va être sympa. Ça va, on se les coltine tous les mois, vous pouvez bien nous écouter. Et au passage, pourquoi pas découvrir 2-3 trucs. Au programme de cet épisode, un peu d'histoire, puisque je vous emmènerai en voyage à travers le temps, les menstruations et les protections hygiéniques. On va parler bâton de bois, Watts, patriotisme et même Disney. Oui, Walt Disney. Ah bah je vous l'avais dit, côté culture, les règles, ça envoie. Ensuite, pour nous inspirer, on échangera avec Lise Gérard. Elle est notre invitée du jour et a créé sa propre marque de culottes menstruelles. Elle nous parlera de ses valeurs et de son produit, sans tabou, bien sûr. Enfin, nos ragnagnas seront au cœur de notre rubrique spéciale Sur le front ou confinés toutes et tous concernés. À l'heure du confinement surprise, elles sont toujours là les vilaines, alors on a récolté plusieurs infos et témoignages sur le web. On vous racontera tout. Sans oublier notre zapping, rouge lui aussi, et nos précieux conseils culture bien sûr. Vous écoutez My Love Culture et je suis ravie de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, on estime que ce sont 2 milliards de femmes à travers le monde qui, chaque mois, ont leurs règles. Pourtant, même si la parole se libère depuis quelques années, le sujet n'en reste pas moins tabou. Les préjugés culturels sont si importants qu'ils définissent et affectent encore la place des femmes dans les différentes sociétés. C'est le cas historiquement et ça l'est encore aujourd'hui, oui, même dans notre pays. Les règles demeurent un facteur d'exclusion, la faute à un manque de connaissances sur le sujet, à des légendes populaires et croyances qui ont la dent dure, mais aussi à un manque parfois total d'accès aux protections hygiéniques. Et c'est de leur histoire que j'aimerais justement vous parler aujourd'hui. Parce que si avec toutes les batailles livrées ou en cours, les femmes de notre siècle galèrent dans un monde où plusieurs types de protections hygiéniques existent désormais, quid des femmes d'un autre temps? Comment se protégeaient-elles avant, il y a des centaines ou des milliers d'années? Qu'est-ce que cela traduisait de leur société et de leur place au sein de celle-ci? Quand les premières protections hygiéniques, les prémices de celles qu'on connaît aujourd'hui, sont-elles nées? Je vous propose de passer en revue quelques moments et inventions clés à travers les âges, des tampax en bois aux premiers vrais tampax, de l'histoire de la toute première cup et de ceintures dites de confort. Alors, on ne va pas pouvoir parler de tout en 10 minutes, évidemment, c'est pas exhaustif. On se fera même un plaisir de parler d'autres régions du monde ou d'autres exemples dans un prochain épisode. Alors, sale, impur, maléfique, tout y passe. De nombreuses croyances autour des menstruations ont vu le jour dans l'Antiquité et ont participé à la construction de tabous qu'on connaît encore. Déjà, à l'ère de la préhistoire, ça n'avait pas l'air d'être la joie. Les anthropologues tentent même à penser que les femmes s'isolaient au moment de leurs règles. Et ouais, les premiers faits d'exclusion, comme dans certaines communautés aujourd'hui, malheureusement. Allez, on fait un tour du côté de l'Antiquité. Autour de moins 2000 avant Jésus-Christ, par exemple, il n'y a pas trop de tabous, les menstruations sont vues comme naturelles. Dans certaines sociétés, les femmes sont vues comme complémentaires, voire même égales des hommes. Et côté règles, ça va plutôt de pair avec des moyens assez ingénieux quand même, comme en Égypte ancienne, où on utilise par exemple ce qui ressemblait à un tampon, version très très primaire, des petits bâtonnets de bois autour desquels on enroulait des bandes de lin. Alors l'idée est pas mal, on est quand même plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, rappelons-le, mais alors pour le confort, on n'est pas sûr. En Grèce, on opte plutôt pour le tissu. Et une fois le sang recueilli, on l'offre à notre copine Artémis. Ouais, c'est chouette. On se disait que ça pouvait favoriser la fécondité et le futur accouchement. Allez, tiens, déesse, c'est cadeau. Bon, n'empêche que plus on avance vers le Moyen-Âge et le Golden Age des religieux de tous bords, et plus l'idée se développe que ces fameux trucs qui sortent de notre vagin,
c'est sûrement nocif. Et au passage, ça prouverait l'infériorité des femmes, hein, allons-y gaiement, ça en arrange bien quelques-uns. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'ignorance n'entraîne jamais rien de très très bon dans l'histoire et les menstruations ne dérogent pas à la règle, sans mauvais jeu de mots. Leur origine a longtemps été inconnue, du coup on était un peu dans le flou, ça foutait la trouille et ça plaisait pas trop. Chacun y allait un peu de son avis, chacun étant surtout des hommes, hein, tant qu'à faire. Ah, bah oui, c'est vrai, c'est eux qui écrivent l'histoire, ne l'oubliez pas, le plus gros fléau de l'histoire des femmes, c'est qu'elle a été écrite par des hommes. Ah bah, Hippocrate, par exemple, à la fin de l'Antiquité, il a bien foutu sa merde déjà. Il avait observé certains sauts d'humeur chez des femmes qui avaient leurs règles, et il en a donc déduit que le sang qui coule devait participer à notre bonne santé psychique. Merci Hippocrate. Ah bah du coup, au Moyen Âge, mais aussi à l'époque moderne, hein, je vais vous la faire courte, hein, c'est un peu la merde. Non seulement on est là que pour enfanter, hein, donc si on a nos règles, c'est qu'on n'enfante pas, c'est un gros soussail, mais en plus on est tarés, des sorcières tarées. Nos règles sont le signe d'une possession démoniaque et elles sont là pour expier l'impureté qui est en nous. Quand elles les ont, les femmes font pourrir les végétaux. Il ne faut surtout pas les approcher à ce moment du mois. Ce sang est assimilé à du poison et alors, le tabou du sexe pendant les règles est déjà là, pour notre plus grand plaisir. Et oui, attention fornicateur, si tu couches avec une femme alors qu'elle a ses règles, non seulement tu seras contaminé, mais tu risques aussi d'avoir un enfant roux. Alors là, évidemment, vu la société hyper religieuse, s'introduire n'importe quelle protection dans le vagin, c'est juste no way. Alors elles font quoi? Bah, elles pratiquent déjà le flux instinctif, hein, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Ah, la mode, cet éternel recommencement, hein. Les femmes du Moyen Âge laissent en effet couler leur sang, en silence si possible, et leurs jupons font donc l'affaire et cachent la misère. Bah ouais, pas de sous-vêtements et pas de protection. Alors le Moyen Âge, c'est 16 siècles, hein, donc c'est très, très, très long et à l'époque moderne, bah, c'est pas beaucoup mieux, n'en déplaise aux Lumières. Là encore, les femmes les plus riches utilisent des chiffons, parfois brodés aux armes de leur maison, soit pour s'essuyer, soit pour les mettre dans leur culotte, qui n'est pas vraiment notre culotte d'aujourd'hui, hein. L'histoire nous raconte par exemple comment Marie-Antoinette, souffrant de règles abondantes, voire hémorragiques, alors qu'elle était en prison, demandait ses chauffoirs, comprenaient ses chiffons ou tissus menstruels. Arrive enfin le 19e siècle, on commence un peu à bouger. On vous l'a dit, la création et l'accès aux protections hygiéniques, ça va de pair avec le niveau d'émancipation des femmes dans une société à un point donné de l'histoire. Du coup, au milieu, mais surtout à la fin du 19e siècle, c'est pas encore gagné pour nous, hein. Il y a quand même Napoléon et le Code civil, hein, qui est pas mal dans son genre craignos, mais ça avance un peu quand même. Alors attention, hein, les gens pensent toujours que nos règles sont une malédiction et la cause de notre supposée infériorité. Ça nous rendrait même tellement tarés que ça pourrait nous pousser à l'homicide. Ainsi, au 19e siècle, certains recommandent même qu'on fasse une enquête sur l'état menstruel des présumés coupables. Mais alors, au milieu de ce même siècle, on a quelques bonnes nouvelles. On en est au balbutiement, mais on commence un peu à capter comment le cycle menstruel fonctionne. Du coup, ça commence un peu à faire moins peur, mais c'est pas encore ça. Pasteur, quant à lui, révèle l'importance de l'hygiène. C'est l'ère de l'industrialisation. Et alors, ajoutez à cela la machine à filer le coton, hop la boum, on commence à voir une vraie production de sous-vêtements et, surprise, de protection hygiénique qui commence à ressembler à quelque chose. Alors ça commence avec des ceintures sanitaires en caoutchouc. Alors ça ressemble à des gaines, les femmes passent cette espèce de ceinture autour de la taille et celles-ci retiennent entre leurs jambes une serviette éponge. Ça évolue jusqu'à ressembler à un léger porte-jartel avec des bretelles élastiques et des boutonnières. On y accrochait une serviette lavable ou du linge en coton avec des épingles à nourrice au centre. Ouch! Et on ajoutait une culotte par-dessus. Alors, c'était un peu galère, hein, et ça a quand même été commercialisé jusque dans les années 70. On appelait ça une ceinture de confort. C'est cela, hein, oui. Bon, là, on en arrive aux choses sérieuses. Avec la Première Guerre mondiale, des infirmières commencent à trouver d'autres moyens, hein, notamment des pansements à base de cellulose de coton, et ça donne des idées à une femme, Kimberly Clark. Elle crée la première serviette hygiénique jetable. Ça s'attache toujours avec le même système dont on vient de parler, hein. C'est pas hyper pratique et c'est pas encore adhésif, hein, ça le sera qu'en 69, mais c'est déjà révolutionnaire. Tiens, d'ailleurs, je vous avais dit que je vous parlerais de Walt Disney. Ben, c'est le moment.
C'est la même Kimberly Clark qui lui a commandé un mini-film en 1946, un court-métrage d'une dizaine de minutes en mode éducation sexuelle, mais version Disney, hein, oui, ça promet. Et ça a été vu par plus d'une centaine de millions d'Américains à la fin des années 40. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours sur YouTube, donc je vous mets le lien en description, hein, évidemment. C'est la première pub au cinéma qui parle des règles. Alors évidemment, on ne montre pas les produits, hein, encore moins le sang. Il y a même quelques bons clichés au passage sur les jeunes filles. Mais pour l'époque, c'est plutôt bien foutu et surtout, bah, ça a le mérite d'exister. Bon, petit retour en arrière. En 1920, premier spécimen de serviette hygiénique à usage unique, donc. Et un peu plus tard, dans les années 30, deux produits qu'on connaît bien font leur apparition sur le marché. J'ai nommé Mr Tampon avec applicateur, inventé en 1931 par Earl Haas, qui revendra son brevet à Tampax. C'est d'ailleurs le début de la marque, hein, qui commence à commercialiser les tampons en 1936 en Amérique du Nord. Et apparaît au même moment Madame la Cup. Oui, oui, la coupe menstruelle dont on parle beaucoup depuis 10, 20 ans et dont on parle quasi tous les mois dans au moins un magazine féminin aujourd'hui, eh bien, ça fait en fait un bail qu'elle a été inventée. En 1930 par Leona Chalmers, une actrice qui lance la production en 1937. Ça s'appelle la tassette. D'ailleurs, l'idée de la cup date même du 19e siècle, mais ça avait été inventé par des gars, ça ressemblait pas vraiment à une cup et ça avait été un flop total, voire ça n'avait pas du tout été commercialisé dans certains cas. Alors la première cup de Léona, elle est en caoutchouc et elle ressemble vraiment à notre cup actuelle, hein. Vous trouverez d'ailleurs de super articles, des archives, etc. sur le Museum of Menstruations. C'est un musée virtuel juste extra. Vous retrouverez tous les liens avec le podcast. Bon, seulement voilà, que ce soit la cup ou le tampon, ils impliquent qu'on mette quelque chose dans notre vagin et on n'est toujours pas trop pour à cette époque-là. L'idée la plus répandue, c'est que ça briserait l'hymen des jeunes filles, donc la sacro-sainte virginité, hein. Et l'autre idée reçue, pire peut-être, c'est que ça pourrait leur donner du plaisir. Ah bah ouais, hein, rien de plus excitant que de se foutre un tampon. Voilà, voilà, et ben ça inquiète un peu la populace. Alors la Seconde Guerre mondiale change la donne. D'un côté, les stocks de caoutchouc sont réquisitionnés, donc bye bye la cape, alors qu'en parallèle, porter un tampon devient un acte de patriotisme pour les Américaines. Amenées à quitter leur foyer pour travailler à l'effort national, si elles veulent être plus productives et plus longtemps, bien sûr, eh bien Tampax leur donne la solution. Porter leur tampon. Ça devient la priorité, quoi. Et il y a même des pubs Tampax qui assimilent à l'époque patriotisme et tampon. Alors je me ferai bien sûr un plaisir de vous en partager sur les réseaux sociaux. À mon avis, vous allez kiffer. Après la Seconde Guerre mondiale, Léona Chalmers, elle renonce pas, mais ceux qui s'occupent de ça comme sont un peu nazes, et puis un produit économique qu'on ne vendra qu'une fois, bah, l'idée ne plaît pas trop aux capitalistes de ce monde. Bref, il y aura des essais, mais elle va à la faillite. Résultat, jusqu'aux années 2000, on n'en entendra plus parler. En revanche, après les années 50 et même encore plus dans les années 60 et 70, on assiste à un véritable tournant. Il y a plein de mouvements féministes qui se font enfin entendre ou apparaissent. Les femmes ont besoin de liberté, d'indépendance, d'autonomie et ça se perçoit aussi côté protection hygiénique. Le tampon se démocratise et idem pour les serviettes jetables qui semblent se perfectionner en même temps. Alors en France, depuis 63, on peut même en acheter en magasin. Oh joie! Et ouais, on se rend vraiment pas compte de tout le chemin parcouru. Alors côté marketing, jusque dans les années 90, le mot d'ordre c'est silence. Ainsi dans les publicités, on est plus sur le pouvoir de suggestion, hein, surtout à la télévision. Aux États-Unis, il faut attendre 1985 et Courtney Cox, notre chère Monica dans Friends, pour entendre le mot règle en anglais. Et est-ce qu'on doit vraiment parler de cette histoire de liquide bleu qui remplace le sang dans les pubs parce que le rouge d'une blessure ça passe, mais le sang des règles ça c'est vraiment dégueulasse? Ou le fait que encore l'an dernier, en 2019, certains aient considéré comme choquant le spot publicitaire de la marque Nana qui mettait à l'honneur la vulve et tentait de briser le tabou des règles? Tabou persistant, inconfort, prix, choc toxique, désastre écologique, accès, exclusion. On n'a pas fini de parler des règles. À une ère de réveil écologique et de prise de conscience des risques sanitaires, les femmes cherchent de plus en plus des alternatives aux tampons et serviettes jetables bourrés de produits chimiques, comme l'ont révélé plusieurs scandales à la fin du XXe siècle et encore aujourd'hui. On revient notamment à la coupe menstruelle et aux serviettes lavables, mais plus confortables cette fois. Et plus récemment encore, les culottes de règles sont devenues une protection en vogue.
Alors ces questions, notre invitée inspirante du jour les maîtrise, ce sujet la passionne. Il y a un an, elle a même créé sa propre marque de culottes menstruelles. Elle s'appelle Lise Gérard et elle va tout nous raconter, sans tabou bien sûr.